Aujourd'hui, on plonge dans un aspect du foot qui est souvent sous-estimé, mais qui est absolument crucial, les coups de pied arrêtés. On pense souvent que c'est une question de chance, de talent individuel, mais en réalité, c'est une science, c'est un système. Et on va décortiquer ensemble comment les meilleures équipes du monde construisent leur succès dans cette partie un peu cachée du jeu. Cette citation, elle est parfaite pour commencer parce qu'elle résume une frustration que tout le monde connaît. Qui n'a jamais vu ça devant un match? Des heures de boulot à l'entraînement qui, d'un coup, s'évaporent sous la pression. C'est justement ce décalage entre la théorie et la pratique qu'on va explorer. Et pourquoi c'est si important? Eh bien, les chiffres parlent d'eux-mêmes. En moyenne, dans les grands championnats, les coups de pied arrêtés représentent 0,67 expected goals par match. Pensez-y une seconde. C'est juste énorme. Ça veut dire que si on maîtrise cet aspect du jeu, on s'offre un avantage offensif considérable avant même que le ballon ne soit en jeu. Ok, première étape, ce fameux fossé entre ce qui se passe à l'entraînement et ce qu'on voit sur le terrain. Le truc qu'il faut absolument comprendre, c'est que cet écart n'est pas une fatalité. C'est un problème qu'on peut mesurer, qu'on peut prévenir et qui, honnêtement, est l'un des échecs tactiques qui coûtent le plus cher dans le foot pro. On ne parle pas de malchance ici, mais bien d'une défaillance dans le système. Une défaillance qui peut et qui doit être corrigée. Alors, comment on analyse ça? Pour y voir plus clair, on va utiliser une image, une métaphore qui va nous guider tout du long, celle du pipeline. Imaginez le succès sur coup de pied arrêté comme un flux continu, pas comme un simple événement. Tout part d'une idée à l'entraînement. Cette idée voyage jusqu'au terrain le jour du match. Là, elle est exécutée pour créer une menace de but. Et si ça ne finit pas au fond des filets, l'action se termine par une récupération de balle efficace. C'est ce processus en 3 temps qui va tout nous éclairer. Et voilà donc les 3 étapes de notre pipeline, celles qui vont structurer toute notre analyse. D'abord, le transfert, qu'on va appeler le SPTR, ensuite la menace, qu'on mesure avec le SPXG, et enfin la récupération, ou l'ASR. Allez, on commence par décortiquer la première étape, le transfert. Le SPTR, ou taux de transfert. Franchement, c'est une métrique fascinante. Elle mesure à quel point les combinaisons qui sont travaillées en entraînement sont reproduites fidèlement pendant le match. C'est en quelque sorte le pont entre le tableau noir du coach et la réalité du terrain. Et là, quand on regarde les chiffres, l'écart est saisissant. Des équipes comme l'AC Milan ou Arsenal ont un taux de transfert d'environ 0,67. Ça veut dire que leur exécution en match est presque identique à ce qu'elles répètent. À l'opposé, pour des clubs comme Francfort, plus de la moitié du travail préparatoire se perd en chemin. C'est énorme. Bon, mais alors, pourquoi un tel écart? D'où ça vient? Il y a 4 raisons principales. D'abord, bien sûr, le bruit et la pression du match. Ensuite, la surcharge cognitive, trop d'instructions et les joueurs saturent. Il y a aussi la complexité des routines. Et enfin, un truc très important, l'échec du canal de déclenchement, c'est-à-dire le petit signal qui lance toute la combinaison. Allez, on avance dans notre pipeline. On passe maintenant aux 2 dernières étapes. Comment on crée une vraie menace et comment on récupère le ballon juste après. Le SPXG, ça mesure la contribution en expected goals. Pour faire simple, ça évalue la qualité des occasions créées. Parce que c'est bien beau de réussir sa combinaison, mais si la routine, même parfaitement exécutée, ne crée aucun danger, eh bien, elle ne sert à rien. Et là, regardez, le FC Barcelone se détache complètement, avec un chiffre impressionnant, 0,82 XG par match, rien que sur les coups de pied arrêtés. C'est bien au-dessus de la moyenne. Ça montre un système qui est à la fois complexe et redoutablement efficace. En bas du tableau, des équipes comme Burnley ou le Paris FC ont beaucoup plus de mal à être dangereuses de façon régulière. Et ça, c'est vraiment le point central de toute cette analyse. La menace sur coup de pied arrêté, c'est une mesure de la qualité du système, de l'entraînement, bien plus que de la simple qualité individuelle des joueurs. C'est exactement ce qui explique comment des équipes comme Newcastle ou Getafe peuvent rivaliser avec des géants comme Barcelone dans ce domaine. Tout est une question de discipline et de clarté. Et la dernière pièce du puzzle, c'est l'ASR, le taux de réussite d'activation. Quand un coup de pied arrêté ne se termine pas par un tir, que se passe-t-il? L'ASR mesure l'efficacité d'une équipe pour récupérer le ballon immédiatement après. C'est une phase de jeu absolument critique et pourtant, elle est souvent négligée. Et là encore, ce qui compte, c'est l'efficacité, pas juste le volume. Prenez des équipes comme la Juventus ou Manchester City, elles récupèrent le ballon dans près de 90% des cas. Elles ne pressent pas forcément plus, mais elles pressent mieux, de manière plus intelligente. Un pressing collectif et réussi vaut bien plus qu'un pressing désordonné. Bon, on a vu toutes les pièces séparément, maintenant il est temps de tout assembler pour avoir une vision globale de la performance. C'est là qu'arrive le score H5. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est tout simple. On prend nos 3 indicateurs, la menace SPXG, la récupération ASR et le transfert SPTR, et on les multiplie. C'est l'évaluation totale, le score ultime de la performance sur coup de pied arrêté.
Alors, qui sont les meilleurs élèves? Et le classement est fascinant. En tête, on retrouve le FC Barcelone, suivi juste devant l'Inter de Getafe. Oui, Getafe. On a là 3 clubs avec des styles, des philosophies et des moyens qui n'ont absolument rien à voir. Du coup, la question est évidente, non? Comment une équipe comme Getafe, qui est connue pour sa simplicité tactique, son jeu direct, peut-elle se hisser au même niveau que des colosses tactiques comme le Barça et l'Inter? C'est là que se trouve la leçon la plus surprenante de toute cette analyse. La réponse, elle est juste là. En fait, il y a 2 chemins vers l'excellence. D'un côté, le modèle Barcelone, complexité tactique, routine très élaborée, une charge cognitive élevée pour les joueurs, et de l'autre, le modèle Getafe, simplicité tactique, charge cognitive très faible et une exécution absolument parfaite. 2 approches totalement opposées qui mènent au même résultat, un score H5 de niveau élite. Tout ça, c'est une super théorie, mais en pratique, comment on s'en sert? On termine avec une méthode du concret. Voici une sorte de feuille de route pour n'importe quel staff technique qui voudrait s'améliorer. 1. Comptez vos routines actives. 2. Testez votre taux de transfert. 3. Mesurez votre efficacité sur les deuxièmes ballons. Et 4. Vérifiez que votre canal de communication sur le terrain est limpide. C'est un résumé parfait de tout ce qu'on a vu. Et on va se quitter sur cette question, pour réfléchir un peu. Si le succès sur coup de pied arrêté, c'est avant tout le résultat d'un système bien huilé, plutôt que du talent pur, quelles autres équipes, considérées comme petites, pourraient devenir des géants dans cette dimension cachée du foot? La réponse, elle ne se trouve pas dans les millions dépensés, mais dans la discipline, la clarté et l'exécution.